Bonjour. Aujourd'hui, on aborde une question, assez enfin, à la fois délicate et je trouve fascinante. Est-ce qu'on peut vraiment, ressentir physiquement la présence de quelqu'un qui nous a quittés? Vous voyez, une caresse ou une main sur l'épaule, quelque chose de tactile, quoi. C'est une question, oui, qui touche vraiment au cœur de l'expérience humaine du deuil. Et c'est vrai que de prime abord, ça bouscule un peu nos certitudes, non? Complètement. Le toucher, on l'associe instinctivement au corps, à la matière. Exactement. Alors comment imaginer un contact quand ce corps n'est plus là? C'est ça le paradoxe qui est si intrigant. Ça semble aller contre, la logique ordinaire. Et pourtant, il y a des gens qui racontent ce genre de choses, qui témoignent. Tout à fait. Alors voilà, on va essayer d'explorer un peu ça ensemble. Quelles sont les pistes de réflexion? Est-ce qu'il pourrait y avoir des réalités qui nous échappent un peu, qui sortent de notre cadre habituel? On va tenter de voir un peu plus clair là-dedans. C'est une exploration qui demande, c'est vrai, une certaine ouverture d'esprit. Mais elle est importante, je crois, parce qu'elle fait écho à des vécus très intimes. Et souvent, c'est une source de grand réconfort pour les personnes qui vivent ça. Oui, exactement. Et ces témoignages, eh bien, ils existent, on ne peut pas le nier. Des personnes qui décrivent avec beaucoup de précision des sensations physiques et elles les relient directement à un proche qui est décédé. Ce n'est pas juste une impression vague. Non, non, c'est un ressenti dans le corps. Oui, c'est ça, bien réel. Oui, et ces récits sont parfois étonnamment détaillés, très personnels. Assez frappant. Imaginez quelqu'un qui a perdu un ami très très proche, vraiment un complice quoi, et ils avaient ce petit jeu un peu potache entre eux, un genre de rituel. Quelque chose de très spécifique entre eux. Voilà. Ils se donnaient des petites claques amicales sur les jambes avec une ceinture pendant les soirées. Bon, c'était leur délire pour s'amuser. D'accord, un code bien à eux. Exactement. Et voilà que quelques jours après le décès de cette amie, cette personne, elle est chez elle, debout, et tout d'un coup, elle ressent très très nettement cette sensation familière sur ses jambes, comme un petit coup sec. Ah oui. Oui. Et parfois même, on raconte qu'une petite marque rouge apparaîtrait, légère mais visible. Incroyable. Loin d'être quelque chose d'effrayant, c'est vécu comme un signe, mais bouleversant, un clin d'œil, un réconfort immense de l'ami qui est parti. Pour certains, ce genre d'événement, ça peut même être un déclic, une ouverture vers autre chose. C'est vrai que ce type de récit est très parlant. Ça souligne vraiment la charge émotionnelle intense et le côté souvent très personnel de ces manifestations. Le lien avec un souvenir précis, un détail intime, ça renforce chez la personne l'idée que ce n'est pas juste son imagination qui travaille, quoi. Mais alors comment on peut essayer de comprendre ça? D'où ça viendrait, cette possibilité d'un contact physique alors qu'il n'y a plus de corps? C'est là qu'on entre dans des perspectives qui sortent un peu du cadre purement matérialiste, disons. Une idée centrale qu'on retrouve souvent, c'est que tout, absolument tout dans l'univers, nous, ce qui reste après la mort, tout ça, serait fondamentalement de l'énergie. De l'énergie? Oui. Et dans cette vision, on ne serait pas juste un corps physique, on serait un ensemble plus complexe, un peu comme, vous voyez l'image des poupées russes, Ouais. avec différentes couches énergétiques. Des couches superposées. D'accord. C'est un peu l'image, ouais. Ouais. Et l'une de ces couches, qu'on appelle souvent le corps éthérique, elle est décrite comme étant très très proche du corps physique, une sorte de double ou d'empreinte énergétique assez dense. Une empreinte? Oui, comme si c'était le plan énergétique qui maintenait la forme, ou la mémoire immédiate du corps physique si vous voulez. Et ce corps éthérique, alors, il pourrait avoir un impact tangible. C'est l'hypothèse qui est avancée pour expliquer ces phénomènes, oui. Juste après le décès, cette empreinte énergétique, elle serait encore très présente, très dense. Et sa proximité vibratoire avec notre monde matériel lui permettrait, en tout cas pour un temps limité, d'interagir de façon perceptible. Comme provoquer une sensation de toucher. Voilà, une sensation de toucher, une pression. Certains parlent même de déplacer un petit objet très léger. C'est un peu comme si l'énergie du défunt gardait temporairement un pied dans notre dimension, en quelque sorte. C'est c'est une manière de voir les choses qui ouvre des perspectives assez étonnantes quand même. Mais si ce corps éthérique est lié à la proximité de la mort, ça veut dire que cette possibilité de contact physique, elle diminue avec le temps. Il ne reste pas comme ça indéfiniment, j'imagine. Ben, en général, oui, c'est ce qui est décrit. Cette structure énergétique plus dense, elle aurait tendance
à se dissiper progressivement, un peu comme la chaleur d'un corps qui s'estompe, quoi. D'accord. L'énergie de la personne, son essence, son âme, peu importe le mot qu'on utilise, passerait ensuite à d'autres états vibratoires. On les décrit souvent comme plus subtils, on parle parfois d'un corps astral, qui serait plus lié aux émotions, à la conscience. Et le contact deviendrait différent alors? Moins physique? Oui, plus de l'ordre du ressenti intérieur, peut-être d'un rêve, d'une intuition. Moins direct, moins tactile. Donc ces sensations de toucher seraient plus probables dans les premiers temps après le départ. C'est logique si on suit cette idée. C'est souvent ce qui ressort des témoignages en tout cas. Mais attention, il y aurait des exceptions. Des situations où cette transition prendrait plus de temps. Ah. Pour quelle raison? On évoque différentes choses. Peut-être une mort très soudaine, mal acceptée, ou un sentiment très fort d'avoir une tâche à finir auprès d'un proche encore en vie, ou alors un attachement très très puissant à des lieux ou même à des objets matériels. D'accord. Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes disent continuer à percevoir des signes plus tangibles, même longtemps après. C'est une interprétation possible, oui. Dans cette vision des choses, l'âme ou une partie de son énergie resterait dans une fréquence vibratoire qui lui permettrait encore des interactions plus manifestes avec notre environnement physique. Si on revient à cette histoire d'objets qui bougent, on entend parfois des anecdotes, comme une petite canette par exemple, qui se déplace toute seule sur une table. Si on suit cette logique énergétique, ce ne serait donc pas forcément inquiétant ou négatif. C'est un point important, je crois. Ce genre de phénomène, bien sûr, ça peut être surprenant. Ça peut même déstabiliser, c'est normal. Mais dans cette perspective, ce ne serait pas nécessairement une présence inconnue ou hostile. Ça pourrait être quoi alors? Ça pourrait être une tentative de communication de la part d'une âme qu'on connaît, un proche, qui utiliserait les moyens qu'il a à sa disposition dans son état énergétique du moment. Un moyen peut-être un peu direct, un peu maladroit. Mais pas forcément mal intentionné. Voilà, pas forcément avec une intention négative. Ça change quand même radicalement la perception. On sort du registre de la peur, là, pour entrer dans celui d'une possible communication, même si elle est un peu particulière. Tout à fait. Certains pensent même que la nature des manifestations pourrait donner une petite indication sur l'âme. La proximité énergétique de l'âme, des interactions très physiques pourraient indiquer une énergie encore assez dense, assez proche de notre plan. Et si les signes deviennent plus subtils? Alors, à mesure que les signes deviennent plus subtils, une pensée qui nous traverse, un rêve très fort, une synchronicité étonnante, on pourrait imaginer que l'âme, s'est allégée, qu'elle évolue vers d'autres plans. Mais l'intention derrière, souvent, elle reste interprétée comme une forme de présence, un message du genre « je suis encore là », d'une certaine manière. C'est plutôt rassurant comme approche, finalement. Mais alors, comment on peut faire, nous, pour développer notre propre sensibilité à ces éventuelles connexions? On est tellement pris dans le tourbillon du quotidien, le matériel. C'est pas évident d'être à l'écoute de l'impalpable. C'est une question essentielle, oui. Cette sensibilité, cette réceptivité, elle n'est pas forcément innée ou fixe. On peut la cultiver. Un peu comme on apprend à mieux écouter de la musique ou à affiner son palais, quoi. Ça demande une certaine intention et puis une pratique, mais une pratique douce. Et concrètement, ça ressemblerait à quoi? Quelles seraient les pistes pour cultiver cette écoute intérieure? On évoque souvent des approches très simples, en fait. La méditation, par exemple, mais pas forcément dans une version très formelle, très rigide, plutôt comme la pratique régulière de moments de calme. Juste se poser. Oui, l'objectif, c'est d'apaiser un peu le flot des pensées, de devenir plus conscient de son propre espace intérieur et de ce qui nous entoure aussi. Quelques minutes par jour, ça peut suffire. Pendant une marche, en faisant une tâche simple. Si l'intention est là, l'intention de se recentrer. Intégrer des petites pauses de pleine conscience dans le quotidien, en somme. C'est un peu l'idée, oui. Une autre approche, toute simple aussi, parler intérieurement à ses proches disparus. Leur parler? Oui, pas en attendant une réponse spectaculaire, mais juste pour maintenir le dialogue, du cœur. Leur dire ce qu'on ressent, nos pensées, partager nos joies, nos peines, comme on le ferait s'ils étaient là. Et puis juste rester ouvert, sans attente précise. Ouvert aux échos subtils qui peuvent surgir. Une intuition soudaine, une chanson qui a du sens et qui passe pile au bon moment. Un sentiment de paix qui nous envahit. Et pour les signes extérieurs, comme l'objet qui bouge dont on parlait, il faut y être plus attentif et les chercher? Je dirais qu'il s'agit moins de chercher des signes à tout prix que d'adopter une attitude de curiosité bienveillante face aux petites bizarreries du quotidien. Vous voyez, ces coïncidences qui semblent un peu trop parfaites pour être dues au hasard, ces petits événements inexpliqués. Oui. Plutôt que de les balayer d'un revers de main en disant « c'est mon imagination » ou « j'ai du mal voir », on peut juste les noter.
les observer, sans forcément tirer de conclusions hâtives, mais juste accueillir. Donc c'est plus qu'une simple question de croyance en fait. Ce serait plutôt cultiver une forme d'ouverture. Exactement. Moins une croyance rigide qu'un état de curiosité ouverte, patiente et douce. Il ne s'agit pas d'être crédule, attention, mais d'accepter la possibilité que la réalité soit peut-être plus vaste, plus mystérieuse que ce que nos sens ordinaires et nos schémas habituels nous laissent percevoir. Hmm. Et il y a un point intéressant aussi, il semble parfois que l'intensité de la douleur du deuil, le chagrin très aigu du début, ça puisse créer une sorte de brouillard émotionnel. Et ce brouillard rendrait plus difficile la perception de ces signaux plus subtils. C'est un peu paradoxal, non? On pourrait penser que c'est justement au moment où on a le plus besoin de réconfort qu'on serait le moins réceptif. C'est une possibilité qui est souvent évoquée, oui. À l'inverse, des moments de calme inattendu, de détente, de relâchement émotionnel, quand on baisse un peu la garde, eh bien, ces moments-là peuvent être plus propices à ces expériences. C'est parfois dans ces instants de lâcher-prise, quand on s'y attend le moins, que peut survenir cette fameuse sensation de caresse ou ce sentiment de présence apaisante. Il faudrait donc une sorte de disponibilité intérieure. Oui, une disponibilité. Et puis une intention juste. Aborder cette recherche de connexion avec amour, avec gratitude, plutôt qu'avec de la peur ou de l'exigence ou une attente fiévreuse. Ça semble créer un espace plus favorable. Il faut sans doute rappeler aussi que ces expériences, si elles arrivent, elles sont très personnelles, très variées, non? Tout le monde ne va pas sentir une main sur son épaule. Absolument. C'est crucial de le souligner, ça. Pour une personne, ce sera une sensation tactile, oui. Pour une autre, ce sera peut-être entendre un mot, une phrase, dans sa tête, ou même de façon presque audible. Pour d'autres encore, ce sera de percevoir une odeur très spécifique, liée au défunt, son parfum, l'odeur du tabac, pipe qu'il fumait. Ah oui? Ou alors, faire des rêves de visite qui sont particulièrement vifs, très réels. Et puis parfois, c'est juste un sentiment, profond, indéfinissable, mais certain, une présence bienveillante à ses côtés. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Il n'y a pas une bonne façon de percevoir ce lien qui continue. Et quel impact est-ce que ça peut avoir, ces perceptions, sur le chemin du deuil? Pour beaucoup de gens qui vivent ça, c'est une source immense de réconfort. Le sentiment que l'être aimé n'a pas juste disparu, qu'il n'a pas été anéanti, qu'une forme de relation perdure. Ça peut vraiment apaiser la douleur de l'absence. Et ça soutient le processus de guérison émotionnelle. Ça peut aider à transformer le lien, à continuer à vivre avec la personne disparue, mais autrement. Mais il faut aussi penser à ceux qui ne vivent rien de tout ça, ou qui doutent beaucoup de ce qu'ils perçoivent. Ça peut créer de la frustration, j'imagine, ou un sentiment d'être abandonné. C'est un point très important, oui. Ne pas avoir ce type d'expérience, c'est tout à fait normal. C'est même fréquent. Et ça ne remet absolument pas en cause la profondeur de l'amour qui a été partagé, ni le lien qui nous unit à nos défunts. La patience, c'est vraiment une clé. Chaque parcours de deuil est unique. Et la connexion, si elle doit se manifester, eh bien elle le fait à son propre rythme et sous sa propre forme. Il ne faut pas se culpabiliser donc. Surtout pas. Ni se comparer. Ni interpréter l'absence de signes comme un manque d'amour ou d'attention de la part de celui ou celle qui est parti. L'intention d'amour reste donc le point central, sans forcément attendre un résultat précis. C'est bien ça. Il faut se souvenir que même sans signe tangible tout de suite, la communication peut évoluer. Elle peut prendre des formes plus subtiles avec le temps. Le lien fondamental, celui qui est toujours souligné dans ces approches, c'est le lien d'amour. C'est lui qu'on présente comme l'énergie essentielle, celle qui perdure, par-delà la séparation physique. Si on essaie de synthétiser un peu notre échange, l'idée d'un contact physique avec les défunts, même si elle est déroutante au premier abord, eh bien elle correspond à des expériences vécues, rapportées, et il existe des cadres d'interprétation, notamment autour de ces concepts d'énergie, de corps subtils qui pourraient persister un temps après la mort, ou d'âmes qui choisiraient de rester proches. C'est ça. Et la perception de ces interactions, elle semble liée aussi à notre propre état de réceptivité, une sensibilité qui pourrait potentiellement être affinée par le calme intérieur, une attention douce, et puis cette ouverture d'esprit dont on parlait. Une ouverture sans exigence, mais pleine de patience et bienveillance. Ça offre une perspective assez différente sur la mort, sur le lien, et sur le processus de deuil lui-même. Oui, tout à fait. Et peut-être que ça nous invite à élargir encore un peu notre réflexion, si l'amour est si souvent décrit comme ce lien fondamental, celui qui transcende la séparation physique.
Alors la question la plus profonde, ce n'est peut-être pas seulement de savoir si nos disparus peuvent nous toucher physiquement. Quelle serait-elle alors, cette question plus profonde? Peut-être qu'il s'agit de contempler toutes les manières, souvent invisibles, impalpables, dont ce lien d'amour, lui, continue de nous toucher profondément, d'influencer nos vies, nos choix, notre être, bien après la fin de la présence physique. Comment cet amour, celui qu'on a reçu et celui qu'on a donné, comment il continue de vibrer en nous et autour de nous, d'une manière peut-être bien plus constante, bien plus essentielle qu'une caresse éphémère sur la joue. C'est une très belle pensée pour conclure. Une invitation à reconnaître la présence de l'amour, pas seulement dans les signes extérieurs potentiels, mais aussi et surtout dans sa vibration qui persiste en nous. Merci beaucoup pour cette conversation très nuancée. Merci à vous, c'était un plaisir d'explorer ces questions ensemble.